va finir donc la journée de conférence avec Alain de Sundiram, qui est astronome au LESIA, le laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris. Lui, il est spécialiste des petits corps. Pas nous, hein, des corps un peu plus gros que nous, quand même. Les corps des objets transneptuniens, au-delà de Neptune, il en a découvert un. Des lunes, des planètes géantes. Il a découvert deux lunes de Saturne. Il y a un astéroïde qui porte son nom. Pas mal. Et là, il va nous parler donc des lunes de Mars, Phobos et Deimos, avec la mission Martian Moon Exploration. Vas-y. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi merci. Ravi de pouvoir vous parler donc d'un de mes projets. Hein. J'aurai l'occasion aussi sur le cours de la conférence vous parler d'un autre de mes bébés, la mission Bepi Colombo. Donc cette mission spatiale Martian Moon Exploration, donc parler de ces deux lunes, de Phobos en particulier. Et juste un petit mot par rapport à mon laboratoire, c'est le LESIA, mais on va bientôt changer. Donc au 1er janvier, on s'appellera le LIRA. Et l'observatoire, vous avez son nouveau logo. Voilà, je suis très fier de vous le montrer, le nouveau logo de l'observatoire, et qui va se restructurer et qui va passer de 6 labos à 3 labos. Voilà, le LIRA, donc retenez le nouveau nom, le laboratoire d'instrumentation et de recherche en astrophysique. Alors cette mission spatiale, c'est une mission japonaise qui a pour objectif de partir explorer la lune de Mars, Phobos, et d'en ramener un échantillon. Et on est au cœur de l'actualité, je vous en dirai tout au long de la conférence, on est au cœur de cette actualité puisque cette semaine s'est tenue une grande conférence, une réunion donc entre tous les participants de cette mission. Donc c'est une mission japonaise, donc effectivement il y a beaucoup de Japonais, mais sur cette mission il y a aussi un instrument français, plusieurs instruments français, un instrument allemand et un instrument américain, donc vraiment une belle assemblée. On était 100 réunis à l'Observatoire de Paris et c'est la première fois une réunion annuelle qu'elle se tenait en dehors du Japon. Alors, je vais vous parler donc du système solaire, de Mars, mais un petit élément de contexte. Pourquoi s'intéresser aux autres planètes du système solaire? Ça, c'est ma petite casquette d'enseignant. Car effectivement, on est très bien sur Terre. Pourquoi aller s'embêter, aller voir ailleurs? Eh bien, parce que tout ce beau monde, si on prend les 4 et en y incluant la Lune, les 5 planètes d'objets de type terrestre, eh bien, tous ces objets se sont formés en même temps, à partir des mêmes ingrédients, il y a 4,5 milliards d'années, à peu près dans le même moule. Et donc, on s'attend légitimement à ce que ces objets partagent les mêmes caractéristiques. Hein. Mais en même temps, on voit des différences. Eh bien, il est essentiel de comprendre ces différences et aussi ces similitudes pour mieux comprendre, in fine, notre planète. Comprendre son origine, son histoire, mais aussi son devenir. Donc, vous connaissez toute la petite comparaison entre la sœur jumelle de la Terre, qui est Vénus, mais qui est en l'état l'objet le plus chaud du système solaire, et ça, c'est à cause de sa très dense atmosphère composée en majorité de gaz carbonique. Mais on s'attend moins à voir des comparaisons entre Mercure et la Terre, et donc je vous avais promis de parler de mon autre projet qui est la sonde Bepi Colombo. Actuellement, elle est en route vers Mercure, ça sera seulement que la 3e à y aller. Et cette sonde, eh bien, elle essaie aussi de comprendre comment Mercure s'est formé, parce que Mercure, figurez-vous, elle est complètement cratérisée comme la Lune, sans atmosphère, sans eau, mais pourtant, elle partage une caractéristique essentielle avec la Terre que ni Vénus ni Mars n'ont gardée. Est-ce que vous sauriez deviner laquelle? Je vous donne 2-3 secondes. Il y en a partout, hein. Bien essayé. Oui, il y en a aussi sur Mars et il y en a surtout sur Vénus. Enfin, Mars peut-être pas, mais peut-être sur Vénus. Non, quelque chose d'autre. Voilà, le champ magnétique, effectivement. Vénus n'a plus de champ magnétique, Mars l'a perdu, et on va y revenir. Mais Mercure, mystérieusement, l'a gardé. Et bien comprendre pourquoi Mercure l'a gardé, et surtout pourquoi les autres l'ont perdu, c'est mieux comprendre ce qui pourrait arriver à la Terre. C'est ce qu'on appelle faire de la planétologie comparée, et c'est ce qui nous occupe, nous les planétologues, quand on explore le système solaire. Alors, petite présentation
de la planète Mars. Donc, c'est la 4e planète à partir du Soleil. J'ai mis en vert les similitudes et puis en blanc ce qui diffère. Hein. Bon, bien sûr, c'est plus loin. C'est 2 fois plus petit que la Terre. La gravité, c'est 1/3 de la Terre. Et c'est aussi quelque chose d'un peu surprenant qu'elle soit aussi petite. Et ça, c'est peut-être dû à une histoire tourmentée du système solaire où la migration de Jupiter a un petit peu ramassé le carburant qui aurait pu servir à Mars pour grossir. Je fais référence à la petite animation précédente. On voyait le système solaire se former. Le jour martien, donc ça, c'est par contre assez similaire à la Terre. Hein. C'est quasiment la même durée du jour que sur Terre. On a même des températures, bon, moins 67, vous me direz c'est très froid, mais en même temps, il y a des endroits sur Terre où il fait plus froid. On a une surface rocheuse et on a 2 lunes, comme la Terre a une lune. Les 2 lunes sont Phobos et Deimos. Par contre, bien sûr, une année plus longue et une atmosphère, par contre, très ténue de 6 millibars, c'est-à-dire que c'est quasiment 100 fois plus faible que la pression sur Terre. Et ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'on sait maintenant que de l'eau a coulé sur Mars. Et si de l'eau a coulé sur Mars, ça veut dire qu'il y a eu des conditions favorables à cet écoulement, à cette présence. Et le fait que cette atmosphère s'est échappée, puisqu'il y était auparavant, c'est que il y a quelque chose qui s'est passé. Et ce quelque chose, c'est la perte du champ magnétique. Le champ magnétique qui nous protège des radiations du Soleil, des particules du Soleil. Privé de ce champ magnétique, la planète Mars a vu son atmosphère souffler et plus d'atmosphère, plus d'eau. Alors, je reviens sur ces 2 lunes. Effectivement, c'est l'objet de la mission MMX. Pourquoi aller voir ces 2 lunes? Alors, ces 2 lunes, elles ne sont pas très comparables à notre lune, puisqu'elles sont très petites. Elles sont même très, très rapprochées. Elles ressemblent plutôt à des astéroïdes. Donc on verra les tailles, c'est plutôt quelques dizaines de kilomètres, et tellement rapprochés, eh bien que ils tournent en fait autour de Mars, Phobos, à 6000 km du sol. Donc c'est vraiment très près. Pour mémoire, la Lune, c'est 384 000 km. Et c'est sur le plan équatorial, de sorte qu'on peut assister tous les jours à 1 ou 2 éclipses. Et avec cette éclipse, on voit très bien la forme biscornue de Phobos, donc de forme typiquement astéroïdale. Et ça a été observé depuis un robot qui est sur Mars et qui est Persévérance. D'autres bizarreries de ces 2 lunes, donc la plus grosse Phobos est à 6000 km de la surface. La deuxième, Deimos, est à 20 000 km de la surface, donc c'est assez rapproché, donc c'est petit, hein, vous voyez, 26-27 km pour Phobos de moyenne, hein, 15 km pour Deimos. Mais surtout, ce qui surprend, c'est leur faible densité. Vous voyez, 1,8, 1,4, alors que typiquement pour de la roche, c'est autour de 3, 4, 5. D'accord ? Donc ça veut dire que ces objets, soit ils ne sont pas constitués de pure roche, c'est-à-dire peut-être un mélange avec de la glace, soit que ces objets sont poreux. Et donc ça, c'est relativement surprenant. On ne sait pas pourquoi, mais voici donc c'est les constatations. Autre étrangeté, eh bien, vous avez une très belle image prise par la sonde Mars Express, où on voit Phobos contre la planète Mars. Et ce qu'on voit, ce qui frappe, c'est qu'effectivement, eh bien, la surface est très très sombre. L'albédo, donc c'est le paramètre qui caractérise le pouvoir réfléchissant d'une surface, il est de 7%. C'est-à-dire que seulement 7% de la lumière est réfléchie. C'est aussi sombre que du charbon. Donc là aussi, c'est quelque chose qui nous interpelle. Et voici la meilleure image que l'on ait de Phobos, parce que on y reviendra, mais Mars, c'est quand même la star du système solaire. Il y a beaucoup de sondes qui l'observent. Et obligatoirement, on a eu plusieurs photos de Phobos lors de survol. Ça, c'est une image en fausse couleur. Hein. Donc, les astronomes utilisent beaucoup les fausses couleurs. Pourquoi ? Pour pouvoir contraster et pour pouvoir voir les différences. Bien, ce qu'on voit déjà une première chose, c'est que Phobos est plutôt rouge. Rouge, c'est pas rouge comme un coquelicot, hein, mais c'est rouge par rapport à la moyenne des surfaces. C'est-à-dire qu'il réfléchit plus le rouge que le bleu de la lumière du Soleil. Et puis surtout, on voit aussi que
il y a des zones plutôt pas rouges, plutôt bleutées, plus bleues par rapport à la surface du Soleil. Et ça, c'est aussi interpellant. Alors le rouge, c'est caractéristique de ce qu'on appelle les molécules organiques. Les molécules organiques, ce sont tout ce qui concerne les molécules à base de carbone. Donc ça nous dit que cette surface est peut-être composée de composés organiques, comme le sont les astéroïdes de type D, un type qui est plutôt lointain, qui est plutôt au niveau des orbites de Jupiter. On appelle ces objets les objets troyens. Voilà ce qu'on peut dire de Phobos. Et il y a cet énorme cratère ici qui s'appelle le cratère Stickney. Alors Phobos et Démos, ce sont dans la mythologie grecque, gréco-romaine, les deux enfants de Mars, hein, la terreur et la peur. Et Phobos a été découvert par un astronome qui s'appelait Asphal. Voilà. Et sa femme s'appelait Stickney, donc on a donné le nom du cratère à cette structure. Et ce cratère, il est aussi très étrange puisqu'il est énorme. Il fait près de la moitié de la Lune. Et quand on le regarde de plus près, toujours en fausse couleur, eh bien on voit donc, cette gros impact, hein. Et puis aussi ces traînées qui sont plutôt bleues, sans doute des éjectats, mais aussi ce qui est aussi questionnant, c'est cette couleur bleutée par rapport au reste de la surface. Alors on garde tous ces petits détails en mémoire et on va aller plus loin parce que ce sont ces petits détails, ces questions qui ont motivé cette mission spatiale. Alors en termes d'exploration spatiale, eh bien, Mars est sur la sellette de l'exploration du système solaire, puisqu'il y a beaucoup de sondes qui l'ont exploré depuis les années 60, hein, avec cette question sous-jacente qui est est-ce qu'il y a eu de la vie sur Mars, puisqu'il y a eu de l'eau sur Mars. Et dans cette exploration, on est allé crescendo avec des orbiteurs, des atterrisseurs, et maintenant on a des rovers qui roulent et qui analysent sur place toute la matière martienne. Et à ce jeu-là, eh bien, la prochaine étape, c'est de pouvoir ramener un échantillon de Mars. On n'y est pas encore. Jusqu'à présent, le plus loin, le plus compliqué où on a été récupérer des échantillons, ce sont 3 astéroïdes et de la poussière cométaire. Mais on n'est encore jamais allé, et bien sûr la Lune, mais on n'est jamais allé ramener des échantillons d'une autre planète. Et pourquoi ramener des échantillons sur Terre? Bien parce que c'est beaucoup plus instructif de les analyser avec toutes les méthodes très sophistiquées et surtout très encombrantes qu'on a sur Terre que d'envoyer un laboratoire. Ici, Persévérance est quand même très sophistiqué, mais il ne remplacera jamais un laboratoire qui ferait la taille de cet amphi. Donc l'objectif effectivement des agences spatiales, c'est de ramener un échantillon, et vous voyez que le Japon est à la pointe de cette exploration, puisqu'on prévoit donc un retour sur Terre en 2031. Persévérance est en train de collecter des échantillons sur Mars, vous le savez sans doute, il est posé sur le cratère G0, un ancien lac asséché, avec un objectif peut-être, tout ça c'est pas encore acté, un retour en 2033. Et les Chinois aussi tiennent la corde avec un retour, on parle de 2031, 2033. Ils ont aussi un robot très proche en morphologie, en caractéristiques avec le robot Persévérance. Et là, voilà. Donc il y a une espèce, entre guillemets, de compétition entre ces 3 grandes agences, à savoir qui, le premier, va ramener un échantillon de l'environnement martien. Et les Japonais sont assez performants dans cette quête de retour d'échantillons, puisque de toutes les agences spatiales, c'est elles qui maîtrisent le plus cette technique, puisque c'est les premiers à avoir amené un échantillon d'un astéroïde, c'était en 2010. Ils ont récidivé en 2020 avec Hayabusa 2, donc ce sont 2 astéroïdes. Les Américains ont eu leur premier retour d'échantillon en 2023, donc c'était l'année dernière. Et voilà, dans cette lignée d'exploration de retour d'échantillons, eh bien, le Japon se positionne en premier avec un retour d'échantillon en 2031. C'est quelque chose de très stratégique aussi pour les agences spatiales. Donc voici maintenant la mission MMX, qui veut dire Martian Moon Exploration, l'exploration
des lunes de Mars. Actuellement, elle est en phase de développement, c'est-à-dire qu'on est en train d'assembler la sonde, de la construire, de mettre les instruments à bord. Nous, on a livré notre instrument, je vais vous en parler. Donc, le lancement est prévu en 2026. On va être en orbite autour de Phobos durant 3 ans, entre 2027 et 2030. En fait, ce n'est pas vraiment une orbite autour de Phobos, on appelle ça une orbite, c'est un quasi-satellite de Phobos, car techniquement, la sonde n'est pas en orbite autour de Phobos, mais en orbite autour de Mars, mais sur une orbite très similaire à celle de Phobos. De sorte que du point de vue de Phobos, c'est comme si MMX tourne autour de lui. Et donc ça va permettre de faire des observations à différentes altitudes de Phobos pour ensuite y récupérer un échantillon. Si on a le temps, je vous montrerai le film à la fin. Et puis, il est prévu des observations de Deimos à des distances un peu plus lointaines. On ne va pas tourner autour de Deimos, c'est l'autre lune de Mars. Et avec comme point d'orgue de ramener des échantillons. Alors, on parle de 10 grammes. Vous me direz, c'est peu, mais c'est énorme. Hein. Par rapport à Hayabusa, c'était plutôt quelques microgrammes. Donc ici, c'est énorme. On peut faire plein de choses. Hein. D'ailleurs, avec ces 10 grammes, on pourra satisfaire toute la communauté mondiale. Et même, on ne va même pas les utiliser en totalité, puisqu'on va garder la moitié pour les générations futures. C'est un petit peu ce que l'on fait d'habitude, parce qu'on n'a pas forcément toutes ces techniques aujourd'hui. Et peut-être de nouvelles techniques vont révéler d'autres choses. Et le retour d'échantillons, donc, comme je le disais, en 2031. Donc ça sera, si ça a réussi, si personne d'autre le fait avant, ça sera la première fois qu'on ramènera des échantillons de l'environnement martien. Et donc cette mission, elle est très complexe, hein, parce qu'il faut y aller, mais aussi il faut revenir. Donc c'est beaucoup plus complexe que d'y aller simplement et d'envoyer les données par radio. Donc vous avez un module de propulsion, un module d'exploration qui va rester là-bas, et le module de retour qui va revenir avec sa précieuse cargaison. Alors, quel est l'objectif de cette mission? Il y en a plusieurs, avec comme objectif essentiel le retour d'échantillons. Alors, les objectifs, c'est de trancher la controverse sur l'origine des lunes martiennes par des observations rapprochées et le retour d'échantillons. Je reviens sur ce point. On voudrait donc, en objectif numéro 2, contraindre les processus de formation planétaire et de transport de matière dans la région qui relie ce système solaire interne et externe, car effectivement, Mars, dans le système solaire, a une région un petit peu transitoire entre la région des planètes rocheuses, donc chaudes, et la région froide des objets glacés. Donc on est vraiment à la limite. Et comprendre comment cette limite s'est faite, comment s'est opéré les échanges entre les deux régions, c'est crucial pour mieux comprendre comment les planètes se sont formées. En plus, comprendre aussi cette petitesse de Mars, c'est aussi important pour comprendre l'évolution passée du système solaire. Donc, on va observer les lunes et aussi, par la même occasion, on va regarder Mars. Mais l'essentiel des instruments sera focalisé sur l'observation des lunes. Et qu'est-ce qui se passe sur ces lunes? Eh bien, on se pose la question de l'origine de ces lunes. Vous savez que pour notre lune, à nous, autour de la Terre, on sait maintenant que notre lune, provient d'un impact géant avec une mini Mars qui a percuté la Terre il y a 4,5 milliards d'années et qui en a arraché un morceau de la croûte pour se satelliser, pour former notre lune. C'est vraiment un scénario bien établi maintenant. Est-ce que c'est un scénario qui pourrait expliquer l'origine des 2 lunes de Mars? Voilà, donc un impact géant qui provoque des débris, et ces débris ensuite se réaccumulent, se reforment pour former des satellites. L'autre, ce scénario, il est assez tentant, sauf qu'il pose quelques problèmes. Bon, déjà, le fait que ces lunes soient sur des orbites équatoriales et circulaires, ça conforte ce scénario.
C'est le cas de notre Lune. Mais le problème, les éléments qui blessent, c'est que les spectres, c'est-à-dire la composition que l'on sait de ces lunes, ne sont pas du tout... pourquoi ils sont aussi similaires à des astéroïdes de type D et pas comparables à la surface de Mars? Car pour notre Lune, ça a été aussi un des arguments très forts, c'est que la composition de la Lune correspond pile poil à la composition de notre croûte terrestre. Ça, c'est un élément très fort. Et là, ce n'est pas le cas. Alors, voyons le deuxième scénario, la capture. Effectivement, Mars se trouve à la frontière de la fameuse ceinture d'astéroïdes. On peut imaginer, comme on l'a vu aussi au début, la formation des planètes se formait par accrétion de planétésimaux, d'astéroïdes. On peut imaginer que quelques-uns, au lieu d'accréter, se sont fait capturer sur des orbites. Et ça serait compatible effectivement avec une composition de type astéroïdal. Mais le problème, c'est que comment se fait-il que ces objets-là aient une excentricité et une inclinaison qui soient aussi circularisées, aussi plates le long de l'équateur? Là, c'est compliqué à expliquer si c'est une capture, parce que la capture, c'est dans tous les sens, pas forcément dans le plan équatorial. Donc, c'est pour essayer de trancher cette controverse, on ne sait pas distinguer entre les deux scénarios, il nous faut plus de données, que cette mission a été décidée et lancée, et elle a même été décidée au plus haut niveau, puisque vous voyez ici, en 2019, un accord international entre la JAXA, l'agence spatiale japonaise, et l'agence spatiale française, le CNES, a été signé. Et on voit les présidents respectifs des deux pays en arrière-plan avec les deux directeurs des agences ici. Et c'est un accord international, car effectivement, même si c'est une mission japonaise, et on l'a vu tout à l'heure, il y a énormément de personnes qui participent à ce projet, maintenant on ne fait plus rien avec un seul pays. On fait en collaboration avec d'autres pays, tout simplement parce qu'on partage les ressources, on partage les financements, et c'est quand même plus facile. Et donc, dans cette mission, il y a en tout 13 instruments, et parmi ces 13, il y en a 4 qui sont avec des partenaires non japonais. Je les ai mis ici en rouge. Donc, vous avez Megane, qui est de la NASA. Vous avez MIRS, donc l'instrument dont on a fait la conception à l'Observatoire de Paris. Donc, je vais en parler tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi un rover qui a été fait entre le CNES et la DLR, donc l'agence spatiale allemande. Donc, vous avez 3 catégories d'instruments. Le premier, c'est donc des instruments qui vont observer à distance et in situ, parce qu'on va se poser aussi et regarder tout ça. Et ça va permettre de comprendre la composition, les propriétés de Phobos, mais aussi, surtout, de sélectionner les meilleurs endroits pour prélever ces échantillons. Et on prévoit de le faire à 2 endroits. Donc 2 endroits très, très judicieusement choisis. Et pour cela, il faut avoir une caractérisation de la surface en amont, et c'est ce que feront tous ces instruments. La deuxième catégorie d'instruments, c'est pour l'échantillonnage et la collecte. Voilà. Donc ici, les Japonais sont très forts et très performants dans ça. Donc c'est un système de forage et puis de prélèvement par air comprimé. Et bien sûr, le système qui va ramener, la capsule qui va ramener l'échantillon sur Terre. Et enfin, une troisième catégorie d'instruments, et là je vais en parler aussi, parce que c'est quelque chose d'assez innovant, en tout cas assez qui fait rêver, puisque ces instruments-là vont servir pour le futur. Le premier, IREM, c'est un moniteur de radiation. Et tout cela pour préparer l'exploration humaine de Mars. Vous savez que le plus grand challenge pour aller sur Mars, humainement, c'est les radiations. C'est un voyage aller-retour de 2 ans. Et il faut pouvoir encaisser des tonnes de radiation. Et donc ce moniteur va pouvoir caractériser ces radiations et donc préparer éventuellement cette exploration humaine. Et puis l'autre instrument, c'est une super caméra de 4K et 8K qui est fait en collaboration avec la NHK, je crois bien que c'est le bon sigle, c'est la télévision japonaise,
car l'idée ici, c'est le grand public, et c'est de pouvoir retransmettre des images en super haute résolution de Phobos. Donc, en 2027, à l'arrivée, vous aurez sur votre télé des images de Phobos en super haute résolution. Je fais un petit mot sur le rover. Là aussi, c'est une fierté franco-allemande. C'est un rover qui va être largué et qui va explorer la surface de Phobos. Donc, il est gros comme 50 cm, un petit rover avec des instruments. Il a des caméras sur les roues devant pour regarder en fait l'interaction des roues avec la poussière. On appelle cette poussière le régolithe, les propriétés mécaniques. Donc c'est fait aussi avec des écoles d'ingénieurs. Et ce robot, il a été appelé Idefix. Vous savez pourquoi? Bon, déjà parce que c'est français en partie, mais aussi parce que ça fait référence au premier satellite envoyé par la France et qui s'appelait Astérix. Voilà, bravo, vous êtes un public très, très connaisseur. Et puis, pour terminer sur ces systèmes, ces instruments innovants, donc on veut ramener un échantillon, mais figurez-vous qu'on va ramener aussi des météorites martiennes. On dirait, mais comment? Eh bien, parce que de fait de sa proximité, Phobos de Mars, je rappelle 6000 km, eh bien, des simulations ont montré que des impacts à petite vitesse sur Mars peuvent éjecter des météorites qui vont se déposer sur Phobos. Donc en ramenant un certain nombre de grains, quelques milliers de grains, de Phobos, il y aura forcément parmi ces grains des grains de Mars. Donc on aura aussi, du coup, par ce fait, le premier retour d'échantillons de Mars. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'instrument MIRS. C'est un instrument français. Donc, la PI, c'est ma collègue Antonella Barucci. Moi, je suis le co-PI. Et donc, MIRS, c'est un instrument, un spectro-imageur qui est fabriqué donc, en France sur plusieurs laboratoires. Le laboratoire responsable, c'est donc le LESIA, mon laboratoire, qui va devenir le LIRA. Et puis, plusieurs autres laboratoires, et comme à Marseille, à Toulouse et à Bordeaux. Et ça, ce genre de montage est très courant dans l'instrumentation spatiale. On essaie d'aller récupérer là où on a les ressources et les expertises. Donc, par exemple, le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, va fabriquer tout ce qui est électronique de notre spectromètre. Et c'est un spectromètre qu'on a dit un spectro-imageur. Un spectro-imageur, c'est quoi? Donc, il va travailler entre 0,9 et 3,6 microns. Donc, c'est plus trop le visible, c'est plutôt de l'infrarouge. Et donc, c'est une barrette, un réseau qui, derrière un télescope, qui va faire donc des bandes de la surface de Phobos. Et avec le mouvement, donc avoir un spectre, donc c'est déterminer la composition de la surface. Et avec le mouvement du satellite autour de Phobos, va construire une image. C'est ce qu'on appelle une image hyperspectrale. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un cube de l'image, donc X, Y et lambda. Vous avez ici une image, la face avant, donc en X et Y, mais en profondeur, vous avez toutes les longueurs d'onde. Donc, c'est ce qu'on appelle une image hyperspectrale. Vous comprenez, image, voilà, on voit vraiment une vraie image, les cratères, tout ça. Et cette image, elle est construite dans plein de longueurs d'onde différentes. C'est ce qu'on appelle une image hyperspectrale. C'est une technologie qu'on utilise de plus en plus dans le spatial. Ça permet effectivement d'avoir, finalement, avec d'une seule fauchée, toute la connaissance de notre terrain. Et pour vous donner une analogie, si on regarde une pomme vue par un chien, bon, un chien est moins doté que nous, il la voit plutôt en noir et blanc. Nous, humains, on est plus chanceux, on la voit en couleur, c'est déjà pas mal, dans le spectre visible, entre le bleu et le rouge. Mais si on était doté de la vision hyperspectrale, eh bien, on serait capable de voir cette pomme tout en profondeur.
C'est un petit peu ce qui se passe dans l'imagerie aussi médicale. Quand on va dans un scanner, on a une coupe du cerveau en profondeur. C'est de l'imagerie hyperspectrale parce que vous avez une information multilongueur d'onde. Et donc, voici le scénario de la mission. C'est un départ donc, en octobre 2026 depuis le centre spatial au Japon. Un voyage assez rapide, hein. Le voyage vers Mars c'est entre 7 et 11 mois, donc là ça va être dans les 10 mois. Je dis rapide par rapport à Mercure, là ça prend 8 ans pour y aller, pourtant c'est la même distance. Donc arrivé vers août 2027, on va donc étudier Phobos pendant 3 ans. Et au bout des 3 ans, après avoir sélectionné les 2 endroits, on va prélever l'échantillon. La gravité sur Phobos est très faible, c'est 2000 fois plus faible que la gravité sur Terre. Elle n'est pas homogène partout, mais c'est l'ordre de grandeur. Donc c'est facile de s'y libérer. Donc un départ en 2030. On laisse donc la partie pour un retour sur Terre en 2031. Ça on sait bien faire maintenant. On sait exactement à quel moment et où on va faire entrer la capsule. Parlons maintenant de la science. Donc là, ça va être un tout petit peu plus pointu, mais pas beaucoup plus. Hein, mais il faut que j'en vous en parle quand même, parce que c'est très intéressant. Donc Phobos, la voici en fausse couleur. Donc il y a des régions rouges. Qu'est-ce que c'est le rouge? Peut-être de la matière organique. Et le bleu, c'est quoi? On n'en sait rien. Peut-être que c'est des zones plus récentes. Alors, il y a ce phénomène qu'on appelle l'érosion spatiale qui peut bleuir les surfaces. Qui rougit les surfaces. Et le bleu, ça serait quelque chose de plus récent. Donc, on ne sait pas trop. C'est pour ça qu'on a besoin d'un spectromètre. Alors, ce spectromètre, il va travailler dans l'infrarouge. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il va pouvoir détecter, ici, vous avez des spectres. Alors, je rappelle, le spectre, c'est l'étalement de l'intensité de la lumière en fonction de la longueur d'onde. Hein. Donc, vous avez tout ce qui est creux, ce sont la signature d'éléments, comme par exemple ici, on voit entre 3,4 et 3,6 microns, une signature qui est la présence de molécules organiques. Donc, tout ce qui est basé avec du C, des liaisons CH, CN. Vous avez la grosse bande à 3 microns qui est la glace d'eau, et puis vous avez aussi des minéraux hydratés à 2,7 microns qui vont peut-être, qui trahissent la présence de minéraux qui ont été en contact avec de l'eau liquide. Donc là aussi, c'est des choses qu'on suspecte sur Phobos sans pour autant en être sûr. Ici, c'est tout ce qu'on a à droite, tout ce qu'on sait de Phobos jusqu'à présent. Donc pas grand-chose. Hein. On a des spectres plutôt rouges. Hein. Voilà, il y a 2 régions. Il y a la zone rouge, c'est le rouge, c'est facile. Et la zone bleue, voilà, c'est un peu plus redressé. Donc c'est plutôt bleu par rapport au rouge. Alors je dis encore une fois, c'est pas du rouge comme le coquelicot et bleu comme le ciel bleu. Non, c'est rouge par rapport à la moyenne et bleu par rapport à la moyenne. Et donc 2 zones vraiment très différentes. Et vous voyez, dans ces spectres qui ont été obtenus à partir d'une autre sonde, Mars Reconnaissance Orbiter, bon, il n'y a pas trop de bandes, il y a des zones qui nous manquent parce qu'on n'a pas de signal. Voilà. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a, on ne sait pas trop s'il y a vraiment des molécules organiques, parce qu'on n'a pas tout simplement le signal et puis aussi la couverture spectrale. C'est ce que va faire donc le spectromètre MIRS, essayer de détecter ces molécules-là, et on a conçu cet instrument pour qu'il ait la capacité pour le faire. Donc s'il y a des molécules organiques, s'il y a des silicates hydratés, eh bien on le saura.
notre capacité de l'instrument, comme c'est un instrument infrarouge, c'est de pouvoir mesurer la température. Hein, vous savez que tout corps qui est chauffé émet un rayonnement, et en mesurant ce rayonnement qu'on dit thermique, eh bien, ça nous donne directement accès à la température. Donc, ok, on va savoir la température. Voilà, à midi, il fait plus chaud. Et bien sûr, après, quand on n'est pas à midi, comme sur Terre, voilà, la température décroît. Et bien sûr, la nuit, il fait froid. Ok, d'accord. Mais la façon dont la surface se refroidit, ça va donner une idée sur un paramètre important qui s'appelle l'inertie thermique. L'inertie thermique, le sable sous le soleil à la plage, il chauffe très vite. Et il refroidit aussi très très vite parce qu'il est fait de petits grains. Donc la nature de la surface, qu'elle soit granuleuse ou plutôt monolithique, va être décelée grâce à ce paramètre qui s'appelle l'inertie thermique. Donc on va savoir de quoi est fait la surface de Phobos, si elle est plutôt granuleuse ou plutôt solide. Donc voici la sonde, le schéma. Donc nous, on sera placé dans le module qui va atterrir et qui malheureusement va rester sur place. On ne va pas le récupérer. Voici les petits schémas. Alors là maintenant, je vais vous montrer un petit peu la partie technologique de l'instrumentation, car quand on fait de l'astronomie, qu'on fait surtout de l'exploration du système solaire, eh bien, comme je le suis, on est aussi impliqué dans le développement instrumental sur des outils qui sont à la pointe de la technologie. Donc ici, l'instrument est composé de deux parties. Une partie électronique, donc ça c'est le boîtier électronique qui est composé de deux volets. Ce volet-là va alimenter en puissance l'instrument, et celui-là va permettre, non, c'est l'inverse, celui-là va alimenter, donc c'est la tension, et puis celui-là va piloter les différentes fonctions de l'instrument, l'obturateur, la lampe de calibration, le couvercle, etc. C'est la télécommande, si vous voulez, de l'instrument. Et voici l'instrument lui-même. Donc c'est un boîtier donc, qui est composé d'un... Ici, donc, vous avez l'ouverture, le couvercle. On a mis un couvercle parce que quand on va atterrir, on va être empoussiéré. Donc on va fermer ce couvercle pour ne pas polluer nos optiques, mais on l'ouvrira donc pour observer. Et là, vous avez donc l'entrée. Vous avez un scanner à l'entrée. Le scanner va permettre de scanner la surface. Et puis vous avez tous ces éléments-là qui constituent l'optique. Donc le télescope avec le réseau qui va disperser la lumière. Et tout ça va alimenter donc la boîte de détection qui est composée d'un détecteur infrarouge. Et tout ça refermé et recouvert de ce qu'on appelle une couverture thermique, le MLI, Multi-Layer Insulator. Quand on fait un projet instrumental, eh bien, cet instrument n'existe pas. Comment dire, il n'existe pas sur étagère chez Castorama. Donc il faut le construire à façon. Et quand on construit quelque chose à façon, eh bien, on ne peut pas de but en blanc le construire en une fois. Il faut faire ce qu'on appelle des prototypes. Nous, notre jargon dans le spatial, c'est des modèles. Et donc, vous voyez, ici, on a construit 6 prototypes, voilà, 6 modèles qui vont crescendo dans la sophistication. Le premier, c'est un simulateur. Alors là, il n'y a rien de construit. On simule les fonctions électroniques, etc. Ensuite, on construit dans cet ordre-là le modèle qu'on appelle STM, c'est le modèle mécanique. Donc, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de composants électriques, mais il n'y a que la structure mécanique sur laquelle on va tester les propriétés mécaniques et thermiques, par exemple. Voilà, on en a construit 2 en fait, parce que c'était demandé par la JAXA, 2 de chaque. Après, on a fait le modèle électrique. Donc, le modèle électrique, c'est là, on va mettre tout ce qui est composants électriques. Là, on ne fait pas cas de la structure mécanique. On va plutôt mesurer les performances électriques, électroniques, et voire même mettre tout ça dans un environnement radiatif pour voir si cela résiste aux radiations. Ça aussi, ce sont des tests que l'on doit faire. Et tout cela conduit finalement, par étapes, à finaliser ce qu'on appelle le modèle de vol, le flight model, qui est celui qui est maintenant en train d'être monté à la JAXA sur le satellite.
voici les vraies images. Là, donc, vous pourrez revoir ce que je vous ai dit dans le schéma. Vous avez la boîte détecteur, la boîte, comment dire, le télescope, et puis vous avez aussi dans cette boîte une lampe de calibration qui va servir pendant la croisière, et puis aussi pendant les observations, avec une lampe interne, à pouvoir faire des lampes de référence par rapport aux mesures que l'on va faire. Parce que ces lampes, on les connaît très bien, donc c'est leur réponse. Et tout ça, bien sûr, est mesuré, testé dans un environnement propre. C'est la salle propre qui se trouve à l'Observatoire de Paris. Vous voyez, là, je suis ganté, cagou, avec une charlotte que je suis en train de mettre, et puis le masque. Voilà, on est dans la salle propre, et c'est là qu'on fait tous nos tests et nos mesures. Et là, vous avez une autre image, où là, on est dans une cuve sous vide, qui s'appelle Simenon, et dans laquelle l'instrument est immergé pour ensuite vérifier ses capacités de résistance thermique sous vide. Donc on va faire des cycles chaud-froid, chaud-froid, et à la fin on va même fortement chauffer pour faire dégazer toutes les colles, les produits, pour qu'ils ne nous embêtent plus après. Parce que sinon, imaginez si de la colle est en train de sublimer dans l'espace, parce qu'on est dans le vide, ça va polluer notre mesure. Donc on veut vraiment tout nettoyer avant de l'envoyer dans l'espace. Et j'en viens maintenant à la dernière partie de ma présentation. Donc il me reste un quart d'heure, ça va aller. Donc on a livré l'instrument cette année, en avril. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors maintenant, l'instrument est à la JAXA. Ils sont en train de l'intégrer, comme on dit, sur le satellite. Là aussi, rebelote, on refait les tests. Autant on a fait nos tests avec l'instrument, eux, ils vont le monter sur le satellite et refaire tous les mêmes tests, mais à l'échelle du satellite. Donc ça prend du temps. Et on sera prêt largement pour 2026. On a plus de temps qu'il n'en faut, mais ça, c'est un retard du lanceur. Et en attendant, eh bien, au laboratoire, eh bien, on est en train de nous préparer pour la science, les données qui vont arriver. Parce que ce n'est pas en 2027 qu'on va se triturer les méninges. Je veux dire, mais j'ai un spectre là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est ça ou ça? On va commencer à se constituer une base de données, de références, pour pouvoir être au taquet lorsque les données seront là. Et donc, avec mon étudiant en thèse actuellement, Antonin Warnier, eh bien, on ne sait pas de quoi il fait Phobos. On a quelques spectres, voilà, et donc on va essayer de fabriquer ce qu'on appelle des simulants de Phobos, en essayant de mixer ce qu'on pense être la nature de Phobos pour s'approcher au mieux de ce que l'on connaît à ce jour. Bien sûr, ce n'est pas la vérité, mais on va essayer de prendre de l'avance sur les mesures qui vont arriver. Donc on sait que Phobos est sombre, donc on va mettre du carbone. On sait que peut-être Phobos a de la matière organique, donc on va mettre aussi des éléments organiques. Et tout ça mélangé, intimement, on va essayer de s'approcher de ce qu'on... Eh bien, grâce à ça, on a trouvé un mélange, qu'on l'a appelé le mélange OPPS, pour Observatoire de Paris Phobos Simulant, qui se rapproche le mieux du spectre qui est sur la gauche, là, que vous voyez, de ce que l'on a de connu de la surface de Phobos. C'est le mieux que l'on connaît, c'est certainement pas ça, hein. 20% d'olivine, l'anthracite, c'est le truc sombre. Mais néanmoins, on peut travailler sur ça et faire des tests. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme test? Avec ce simulant, eh bien, on se pose la question de savoir si Phobos, vous savez, sa densité est très petite, très faible. Est-ce que ça contient de la glace? Peut-être, on ne sait pas, ça sera que la gravité qui va nous le dire. Mais est-ce que c'est poreux? C'est très poreux. Eh bien, grâce à ce simulant, qui reproduit les propriétés spectrales, on va essayer de fabriquer un mélange poreux. Et là, je vous raconte un petit peu la manie, parce que je la trouve très, très, très maligne. Alors, vous prenez le mélange de poussière, voilà, du simulant de Phobos que l'on a fabriqué. Vous le mélangez avec de l'eau, d'accord? Et puis, vous l'insufflez avec un nébulisateur sous forme de gouttelettes. Alors, la poussière doit être assez petite pour être emprisonnée dans des gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes d'eau qui vont instantanément
se glacer parce que dans un support d'azote liquide. Donc du coup, vous allez avoir ce schéma-là. Voyez, ici en bas à droite, en bas à droite, oui, vous avez donc des bulles, des billes de glace emprisonnant de la poussière de Phobos, du simulant de Phobos. Et ensuite, on va mettre ce mélange dans une coupelle sous vide et à une température de 100 K, qui va permettre de sublimer la glace. Et en sublimant la glace, eh bien, elle va laisser des interstices entre les poussières et ça va créer un... Je ne marche pas très bien mon laser, donc ça va créer donc un mélange très poreux. Et pour surveiller ce mécanisme, eh bien, vous voyez ici, tout au long de la sublimation de la glace, vous voyez le spectre bleu, c'est le premier. Les deux grosses bandes à 1,5 et 2 microns, c'est la glace d'eau. Et vous voyez, au fur et à mesure de la sublimation, on voit que cette bande disparaît pour ne plus avoir le rouge, rien du tout. Donc là, on est sûr qu'il n'y a plus d'eau. On n'a que le simulant de Phobos, sauf que là, maintenant, il est hyper poreux. Et avec ça, eh bien, voilà, le voici là en visuel. Vous voyez, donc c'est la matière de simulant de Phobos, mais poreux. Et avec ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va faire des spectres. Et ce qu'on a observé, c'est un résultat de tout récent, c'est que le mélange poreux, eh bien, il est plus brillant et plus bleu que l'original, non poreux. Donc on vient de démontrer que la porosité change les propriétés spectrales en les rendant plus brillants et plus bleus que l'original. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, peut-être que ces éjectats-là au bord du cratère Stickney, c'est peut-être des mélanges, des composés qui sont devenus poreux à la suite de l'impact. C'est peut-être une possibilité d'explication. En tout cas, on est prêt, on continue. Ce qu'on fait aussi avec Antonin, c'est qu'on irradie ce mélange-là pour voir comment réagit le spectre par rapport à l'irradiation. Et là aussi, c'est connu. On sait que cela modifie les propriétés spectrales. Et comme on est très près, la face en tout cas, parce que Phobos est en résonance, elle a toujours la même face tournée vers Mars. Et donc, cette surface-là, elle est impactée par les résidus de l'atmosphère martienne et donc des radiations qui peuvent aussi changer les propriétés spectrales. Et donc là aussi, on fait des tests au grand accélérateur à Caen, qui permet de bombarder nos échantillons avec des ions pour voir comment réagit le matériau et quelles sont les propriétés qui en découlent. Ben voilà, j'ai terminé. Et comme on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a 5 minutes, ouais. Je vous montre le petit film que l'on a fait au LESIA et avec le CNES, qui vous résume un petit peu l'instrument et la mission MMX. C'est un résumé. Si vous n'avez pas retenu grand-chose, ça c'est la dernière chose. L'origine des 2 satellites de Mars, Deimos et Phobos, n'est pas encore connue. Comprendre l'origine des lunes martiennes est l'objectif principal de la mission MMX de l'agence spatiale japonaise JAXA, qui sera lancée en fin 2026 vers le système martien et sera la première mission de retour d'échantillons du satellite Phobos. Elle va ainsi répondre à la controverse. Ces lunes sont-elles des astéroïdes capturés ou ont-elles été formées à la suite d'un impact géant sur Mars? Cette mission fournira des informations importantes sur la formation des planètes et sur les conditions de l'apparition de l'eau sur les planètes de type terrestre. La mission effectuera un voyage aller-retour en 5 ans, avec retour sur Terre des échantillons de Phobos en 2031, achevant le premier aller-retour vers le système de la planète rouge. La sonde
restera 3 ans sur des orbites autour de Phobos à différentes altitudes pour caractériser Phobos, sélectionner les sites d'échantillonnage, observer Mars et avoir des survols de Deimos. Outre les 2 mécanismes d'échantillonnage et idée fixe, un démonstrateur de rover, MMX est équipé de 13 instruments, dont le spectromètre français MIRS. MIRS est un spectromètre imageur infrarouge composé de 2 boîtiers. L'e-box est équipé de 2 cartes électroniques permettant de piloter l'instrument et de l'interfacer avec la sonde MMX. L'O-box comprend le télescope, le spectromètre, le détecteur et sa carte de proximité. Elle est également équipée d'un scanner monoaxe pour piloter la ligne de visée de l'instrument, d'un obturateur et d'un couvercle pour protéger la fenêtre d'entrée lors des atterrissages sur Phobos. Une source interne permet de vérifier la bonne santé de l'instrument. À chaque instant, MIRS acquiert l'image d'une ligne sur la cible. Et pour chaque point de cette ligne, le spectre de la lumière solaire réfléchie sur la cible est obtenu dans le proche infrarouge entre 0,9 et 3,6 micromètres. Les variations du signal permettent de caractériser la minéralogie de la scène observée. Grâce à son scanner et au pointage du satellite, MIRS sera capable de cartographier dans l'infrarouge la surface de Phobos, avec une résolution spatiale comprise entre 20 mètres et quelques dizaines de centimètres pour les sites d'atterrissage. MIRS contribuera à sélectionner 2 sites différents pour le prélèvement des échantillons. La sonde descendra pendant plusieurs heures sur la surface de Phobos pour collecter au moins 10 grammes de régolithe. MIRS permettra de caractériser les variations temporelles dans l'atmosphère de Mars et la composition des surfaces de Phobos et de Deimos. L'instrument MIRS, associé à la charge utile MMX et à l'analyse d'échantillons, sera en mesure de clarifier l'origine des lunes martiennes et pourrait également être en mesure d'élucider le processus d'évolution de l'environnement de Mars. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'il n'y a pas de temps pour les questions, mais je serai demain sur le stand de l'Observatoire de Paris. Merci.